Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonne année. Bon, ceux qui vont regarder la vidéo en juin vont me trouver un peu bizarre, mais la vidéo est tournée début janvier et donc c'est l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux. Et elle sera publiée quelques jours après. Alors, format différent puisque c'est notre première interview face caméra. Vous connaissez mes compétences techniques, donc ça peut foirer quelque part. Ça va sans doute foirer quelque part, mais on ne sait pas encore où. L'année dernière, en mai, nous avions déjà évoqué et fait un interview de Pim, la personne que vous avez en face, où je profitais d'un passage aux Pays-Bas pour voir l'arrivée des caisses que j'avais commandées en investissant dans le vin 2 ans plus tôt. Tu as le lien de la vidéo en haut à droite, donc n'hésite pas à le rejoindre. On expliquera dans une prochaine vidéo un peu l'aspect pratico-pratique, comment ça se passe concrètement, pour ceux que cela intéresse. Donc assure-toi de bien t'abonner et d'activer le rappel pour la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va te parler de l'opportunité d'un point de vue principalement financier, économique. Pourquoi cela est intéressant? Pourquoi cela permet de diversifier son patrimoine d'une manière différente, rentable et originale, mais surtout passionnelle. Avant de commencer, pense à t'abonner, activer la notification et à nous rejoindre sur nos réseaux, que ce soit Telegram, Discord. Tous les liens se trouvent dans la description. Et si tu es intéressé par cette opportunité, tu as également le lien pour déposer ta candidature dans la description et dans les commentaires. Tu auras également un petit questionnaire à remplir pour savoir si cela est fait pour toi ou non. On va découper cette interview en 3 parties avec une intro en plus. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi c'est une diversification absolue, ce côté tangible proche de l'immobilier, ce côté qu'on peut toucher, et j'expliquerai à la fin pourquoi moi-même j'ai investi. Dans une deuxième partie, nous allons parler comparable de marché d'un point de vue financier et à quoi s'attendre, et nous allons voir que les rendements sont plus proches de la crypto-monnaie, point d'humour, que le livret A, et que c'est l'un des rares investissements à proposer une certaine stabilité au fil des années. On en fera aussi une comparaison avec les montres de luxe qui ont connu un fort essor ces derniers temps, mais qui se sont calmées également. Et on adressera en dernier les inconvénients. Donc, en guise d'introduction, avant de commencer, il est peut-être important de parler un peu du background. Sur Internet, dès qu'on parle d'investissement avec des taux d'intérêt supérieurs à 1%, les gens entendent immédiatement dans leur tête arnaque, scam, rug en matière de crypto-monnaie. Bon, moi je sais que le risque est quasiment nul, aucun investissement est nul, sinon le retour sur investissement est également nul, car je te connais, que je sais comment tu le fais et que nous sommes en plus dans tes locaux et que c'est une activité que tu as sur le côté, mais il est peut-être intéressant d'expliquer un peu ton background, ce que tu fais, où nous sommes. Donc bon, moi je suis Pim van der Suisse, comme tu viens de dire, et nous sommes aux Pays-Bas, à Culemborg, c'est dans le centre des Pays-Bas, comme tu as dit, dans mes locaux. C'est dans mon showroom. Ici on est dans le showroom de Design Inbox. Design Inbox, c'est une marque de meubles que nous avons lancée fin de l'année dernière. Mais c'est notre activité principale, car ma famille et moi, enfin moi je suis la 3e génération, nous sommes dans la production pour la plupart de meubles, mais aussi pour la santé et d'autres marchés industriels. Donc oui, comme tu dis, l'investissement dans le vin, ce n'est pas mon activité principale, mais c'est quelque chose que je fais maintenant comme une activité professionnelle, on va dire, comme c'est une sorte de passion en fait qui est allé trop loin, on va dire. Oui, ça va toujours trop loin. Comme tout, oui, voilà. D'ailleurs, tu as vécu de nombreuses années en France, dans la région bordelaise, ce qui explique que tu parles français quasiment comme un Français, avec un petit accent marseillais. Oui, pas tout à fait dans la région bordelaise, mais dans la région du vin de Cahors. Donc c'est entre Bordeaux et Toulouse. On va dire, c'est pas cher que les Hollandais aiment bien, quoi. Ah oui, c'est ça. Il est moins bon que le bordelais. Voilà. Mais il y en a de très bons. Ah oui, il y en a, certainement, il y en a des très bons. Mais c'est pour ça, oui, que je parle couramment le français. J'ai vécu pendant 6 ans. 6 ans. Mes parents, ils ont déménagé quand moi j'avais 9 à 10 ans. Et je me suis lancé directement, on m'a mis dans une école française, donc j'étais bien obligé d'apprendre le français. C'était pas trop chaud au début? Et j'ai pas parlé, on va dire, pendant 3 mois. Et puis tout d'un coup, je parlais parfaitement le français. Je prenais chaud, tout, parce que tu n'avais jamais entendu parler français avant et tu arrives dans une école. Ouais, mais bon, quand on est jeune, c'est différent. Mais c'était une expérience exceptionnelle et puis depuis, j'entretiens.
Ah. J'ai des amis comme toi et avec qui je parle encore couramment le français. C'est pour ça que mon français il est encore comment il est. Mais je vis aux Pays-Bas depuis quelques années maintenant. J'ai vécu aux États-Unis mais je suis basé ici, quoi. Sur Internet, j'ai l'habitude d'être totalement transparent, donc je ne vais pas déroger à la règle. Je ne suis pas connu pour faire du marketing d'affiliation, c'est important de le préciser. Donc il n'y a pas de lien d'affilié, il n'y a pas de rétrocommission. Fais pas la grimace quand je dis ça, parce que sinon je vais avoir l'air con. Je ne touche strictement rien. Et les personnes qui vont venir au travers de cette vidéo, et on va expliquer au travers du fonctionnement, c'est pas pour autant que ça ne m'apporte pas d'avantage, parce que je suis également investisseur à travers ton système. Cela me permet indirectement d'assurer la sécurisation d'allocations futures, qui est en réalité le droit d'acheter, parce que tu peux pas arriver comme ça, moi je peux pas arriver en disant hey, hey, salut Coco, j'achète. Et également te permettre indirectement, mais ça me permet directement, que tu as un plus gros pouvoir de négociation auprès des fournisseurs et tes intermédiaires bordelais avec qui tu travailles, et même pouvoir diversifier les fournisseurs si on est plus nombreux à le faire. Oui, moi-même j'investis aussi. C'est pas voilà, et je fais ça parce que on a besoin d'investir pour pouvoir continuer à garantir les allocations. Voilà, comme tu dis, c'est pas facile de rentrer sur le marché. Et une fois qu'on est rentré, c'est pas un jeu, mais c'est quand même il faut continuer à en acheter chaque année pour pouvoir s'assurer que tes allocations ne sont pas données à quelqu'un d'autre, parce que la demande elle est énorme. D'accord. Donc ça nous avantage également d'être le plus nombreux possible et d'avoir plus plus d'avantages. Plus on est, plus ça aide tout le monde en fait. C'est du win-win. C'est pas, faut pas le voir comme oh moi je gagne plus d'argent. Non, c'est aussi que moi ça m'assure d'avoir certaines allocations, de pouvoir toucher certaines références que certains d'autres ne peuvent tout simplement pas. Ouais, et le plus de retour, c'est sur ces références-là, qui sont très difficiles à obtenir. Ouais, et ça peut être avantageux également aux gens que ça intéresse de ne pas hésiter à en parler autour d'eux. Non, parce que plus on est... plus on a du pouvoir. Voilà. Et on ne peut pas y aller pouvoir et d'achat, l'acheter. et plus on a de chances d'obtenir les allocations qu'on souhaiterait avoir, oui. Non, mais on va parler des allocations sur le fonctionnement. On va dire que c'est l'investissement dans le vin. Bon, tu ne vas pas investir 5 millions comme ça, c'est pour des sommes, et on va en parler, mais c'est la diversification absolue et passionnelle, parce que les gens qui vont nous regarder sont français, francophones, il y a des gens de Belgique. Internet, c'est ça l'avantage, c'est que ça permet d'avoir accès à un savoir, et ça permet aussi d'avoir accès à des opportunités qui jusqu'ici seraient restées réservées un peu à une élite, bien close door, si on peut le dire comme ça, et uniquement sur relation. Il y a 10 ans, tu voulais acheter du vin en primeur, si tu n'avais pas le contact du mec de Bordeaux, c'était impossible de le faire. Oui, il fallait travailler avec les châteaux directement. Les châteaux directement, ou même avec les magasins locaux qui ont, eux, leur relation avec le Bordeaux. Et ça, c'est l'avantage Internet. Oui. Et grâce à l'accès à l'information, et juste au travers de cette vidéo comme celle-ci, tu vas pouvoir en savoir déjà davantage, mais surtout appuyer sur le bouton si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc on va faire un peu sur la question la pratico-pratique, on la gardera pour une autre vidéo. Ici, on va parler sur l'opportunité d'investissement, l'investissement dans les grands crus, parce qu'on investit dans des grands crus, donc pas dans la piquette ni le Beaujolais nouveau. Non, on est concentré sur du Bordelais. Et sur du bon vin. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle les primeurs. Alors moi, j'ai découvert les primeurs avec toi, je ne savais pas ce que c'était, mais peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est les primeurs. C'est quoi concrètement les primeurs? Investir en primeur. En cours, en fait, ce que les grands châteaux en Bordeaux, ce qu'ils font chaque année, c'est qu'il y a une campagne en primeur où ils mettent à disposition en fait des allocations d'un certain millésime. Donc il faut le voir comme ça, que c'est que chaque année, donc cette année c'est 2022, et en avril ce qu'ils font c'est qu'ils présentent le millésime 2021. Et ils ont fait les récoltes en septembre, et donc le vin il a pu se développer un tout petit peu, et en avril de l'année suivante ce qu'ils font c'est qu'ils le présentent à tous les critiques, tous les professionnels, et ce qu'ils offrent c'est de pouvoir en fait réserver ce vin 2 ans avant qu'il est mis en bouteille et livré et mis sur le marché public en fait. Et pourquoi les châteaux ils font ça? Ils font ça en fait pour pouvoir assurer leur investissement. Les vins coûtent cher, mais pour eux, pour faire leur production, ça coûte
énormément d'argent aussi. Et donc pour eux, c'est une sorte de manière en fait de lever des fonds, on va dire, pour pouvoir assurer que leur millésime est un succès. Et en suivant si c'est une moins bonne ou plus bonne année, le prix augmentera ou baissera un petit peu en suivant des tendances, quoi. Et des notations. Eux, ils y ont affaire aussi. Par exemple, pendant l'année Covid où le monde était dans un bas au total, eux aussi, ils ont baissé le prix de leur primeur pour pouvoir aider à vendre, financer la récolte. financer la récolte, voilà. C'est une prévente. Donc, comme maintenant on est dans un monde où il y a de l'inflation, sans doute cette année les vins seront un peu plus chers parce qu'eux aussi ils ont affaire avec des augmentations de prix, de coûts, etc. Et en fait, ça permet de financer en amont la récolte, le marketing, la communication. Voilà, mais pour l'acheteur, ce que c'est en concret, c'est que l'acheteur, comme toi et moi, ou l'investisseur, on appelle ça nous, parce que d'un côté c'est un investissement, c'est que nous on a l'option de s'alloquer, d'acheter une certaine allocation de bouteilles de certaines références à un prix, on va dire, un peu plus faible que normalement il serait une fois qu'il vient sur le marché. Donc c'est intéressant pour le producteur parce qu'il peut assurer que son investissement est bien représenté ou qu'il va avoir du rendement à son investissement. Mais d'un autre côté, pour l'acheteur, c'est intéressant d'acheter 2 ans en avance ce vin parce que d'un, quand il vient sur le marché, il sera plus cher. Et de deux, peut-être que une fois qu'il viendra sur le marché, que la possibilité d'achat sera encore meilleure ou moins bonne. Parce que si moi je la veux vraiment et toi tu la veux un peu moins, et moi j'y vais direct et j'achète toutes les bouteilles, toi tu vas presque plus en trouver. Ou tu vas devoir les acheter à moi et puis on ne sait pas ce que les prix font dans ce cas-là. Te donner de l'argent à toi. On a parlé de primeur et on avait parlé d'allocation. Et le principe d'allocation, c'est en fait que tu dois commander tous les ans. C'est pour ça qu'il faut renouveler ses achats tous les ans parce que tu as une allocation et pour la garantir, tu dois acheter tous les ans, même si l'année va être légèrement moins bonne. Voilà, comme est assez connu dans le vin, il y a des bonnes années, des moins bonnes années en suivant des températures, du temps en général, quoi. Mais pour moi, quelqu'un qui m'investit et qui travaille avec les négociants à Bordeaux, oui, moi, il est nécessaire que je continue à acheter, que ce soit une plus ou moins bonne année. Parce que sinon, mes allocations qui m'ont été données à moi, ils risquent de partir à quelqu'un d'autre. D'où l'importance de sécuriser. De continuer à investir chaque année. Et donc, c'est un jeu long terme, c'est pas un jeu court terme où tu fais des gros retours sur des grosses années. Pour pouvoir faire les gros retours sur les grosses années, il faut d'abord investir sur les moins bonnes années aussi. Ouais, c'est un peu comme Ferrari où tu es obligé de commander plein de modèles qui déprécient pour avoir accès à la version spéciale. Oui, ou un peu comme Patek Philippe et Rolex, c'est qu'il faut dépenser, il faut d'abord montrer qu'on est un client fidèle. Voilà, ou Hermès avec les sacs Birkin. Oui, les Birkin, exactement. Oui, ça fonctionne, on va dire, ça fonctionne un petit peu pareil, parce qu'il y a tellement de demandes, demain ils peuvent trouver quelqu'un d'autre qui va vouloir les prendre, les allocations. Donc, Et question intéressante, même quand on parle de mauvaise année, mais une mauvaise année sur un grand cru, ça ne veut pas dire que la bouteille va à la poubelle. Non. Comme est connu dans le vin, il y a juste certaines conditions optimales pour produire le vin. Et si dans une année, les conditions sont moins optimales, ça veut dire que la qualité du vin sera en effet moins bonne. Il y a toujours des années superbes où le vin il est plus ou moins bon. Et oui, donc aussi avec des grands châteaux comme ça, il peut y avoir un millésime qui est un peu moins bon. Mais en général, ce genre de vin c'est quand même exceptionnel à boire, quoi. Voilà, c'est moins exceptionnel, mais ça reste exceptionnel. Ça ne deviendra pas de la piquette dans une mauvaise année, non. Et il y aura toujours des Andrew Tate pour ouvrir ces bouteilles parce que ça vaut cher. Oui. Et moi, je suis un fan des moins bonnes années parce que les vins sont plus faciles, on va dire, à obtenir. Le prix, il est bon et le vin, il est très bon à boire. Donc. Et simple curiosité, on parle de grands crus français et même si on a l'habitude d'être un peu orgueilleux, nous les Français, et ça tu le sais mieux que quiconque, comment cela se passe chez les voisins? Parce que les Italiens aussi, ils font, je pense, des grands vins, même si je ne les connais pas. Oui, les Italiens, les Espagnols, les Américains, enfin... Le Vegas. Ils font du bon vin, les Américains? Oui, même les Américains, oui, ils font des très bons vins, oui. Ils mettent pas de sucre? Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas... Ils copient les Bordeaux. Non, mais oui, c'est la formule bordelaise qui
qu'ils utilisent aussi. En Bourgogne, je crois aussi. C'est juste que nous, on a mis le focus sur le bordelais. Juste parce que moi, je suis passionné des vins de Bordeaux et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, J'ai beaucoup de contacts dans le Bordelais et c'est comme ça que ça a commencé, que ça a grandi. Oui, on a des clients qui demandent d'investir sur du Bourgogne ou sur des vins espagnols ou italiens et on peut aider avec ça, mais c'est pas notre focus. Nous, vraiment, quand on parle investissement primeur, on parle Bordeaux. Bordeaux. Alors, on parlera plus de l'aspect fonctionnel dans la prochaine vidéo, car les primeurs sont un peu une sorte de whitelist pour ceux qui font de la crypto, c'est-à-dire avoir la possibilité d'acheter avant la sortie, en espérant que lors de la sortie, ça sera plus cher et que ça ne s'effondrera pas ensuite. C'est pas le cas sur les primeurs, mais c'est un peu ça, quoi. Oui, le vin, les vins, en fait, sortent les prix et les allocations sont données à partir d'avril-mai. Mais on est déjà en train de préparer, en parler avec nos clients depuis janvier, quoi. Ce qui est intéressant, tu viens d'une famille d'investisseurs et d'entrepreneurs. Vous avez investi dans que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, parce que c'est quand même les Hollandais qui ont inventé la bourse dans le business. Qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans le vin au début, si ce n'est le côté passionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à venir sur ça? En fait, comme tu dis, nous on a souvent investi enfin, on a diversifié nos investissements, on va dire. Donc, on a nos boîtes de production, nos boîtes de vente, et on investit dans de l'immobilier et autres, et aussi sur le marché financier, comme tu dis. Mais pour ce qui est primeur, vraiment, ça a démarré avec ma passion de vin, quoi. Donc, moi, quand je suis sorti de l'université à Boston, le vin, c'était juste quelque chose que j'adorais et qui m'intéressait, et je me suis toujours dit, bon, j'aimerais un jour faire quelque chose avec les connexions que j'ai, parce que vin, c'est un peu passion, partage. Donc je voulais juste partager, on va dire, ma passion pour certaines références et faire goûter au monde ce que moi je buvais quand j'allais en France ou même quand j'étais en Europe. Donc au début, on a lancé WineWiz vraiment juste pour faire découvrir du vin, pardon. Donc on achetait chez des châteaux en France, pas que dans le Bordelais, mais dans le Cahors, dans d'autres régions, on achetait du vin et on essayait de le revendre. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à rencontrer des gens qui buvaient ces vins ou des fournisseurs qui vendaient ces vins, et c'est quelque chose qui est petit à petit devenu une passion. Et puis parce que j'avais des clients qui s'intéressaient vachement à ça et qui voulaient aussi investir dans ça, on s'est dit... Des Américains, il faut le C'était des Américains, oui. On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y intéresser un petit peu plus, et j'ai commencé à développer ça, et puis maintenant, ça en est où on en est maintenant, quoi. Et tu es le premier à investir dedans, le plus massivement, parce que tu achètes tous les ans. C'est pas que je l'ai fait parce qu'il y avait de la demande, non, je l'ai fait parce que aussi moi ça m'intéressait, et puis depuis, on fait que ça, on va dire. Pas réellement que ça, mais c'est ce qui nous intéresse le plus. Ouais, t'as pas le temps de te faire le reste à côté, Non. Puis c'est un business vachement intéressant du côté investissement et financier aussi. En parlant d'un point de vue financier, ça fait la parfaite transition sur l'aspect financier. Donc d'un point de vue financier, il va être nécessaire de parler de plusieurs points que je considère personnellement importants, notamment pour les personnes qui découvrent ce type d'opportunité et qui se posent des questions. Et je pense qu'on peut l'aborder de manière suivante. D'un point de vue financier, on va faire simple. On va parler maturité, rentabilité, constance. Donc d'un point de vue maturité, cela peut être important d'en parler parce que c'est pas, comme tu l'as dit, c'est du long terme. Il faut que les gens se projettent ça. Quand est-ce que l'investissement arrive à maturité, même si on peut le vendre avant techniquement? Oui, comme on disait, bien sûr, il va y avoir des millésimes qui vont prendre plus en tant que prix que d'autres. Mais en général, c'est des investissements assez long terme. On parle de minimum de 5 à 10 ans, quoi. Et donc ce qu'on veut dire avec ça, c'est que tu achètes le vin et tu attends minimum entre 5 à 10 ans avant de commencer à penser à vendre son vin, juste parce que c'est là que le vin, déjà de 1, il commence à être optimal pour boire, et aussi qu'il y en a de moins en moins sur le marché, donc au final le vin, tout ce qui est primeur, grand cru, ça a à faire avec la demande et combien il y en a sur le marché.
Ah, mais c'est important de préciser que, par exemple, la personne n'est pas obligée d'attendre 5 à 10 Ah ans. non, tu peux... C'est le moment optimal. C'est pour le vendre. moment optimal, c'est là où on fait en général le plus de retours. Et bien sûr, on peut attendre même encore plus. On peut attendre 20-30 ans Et en avoir encore plus. et en avoir encore plus. Mais quand on parle à peu près... C'est l'optimal, quoi. L'optimal, on va dire, ça tourne plus vers les 10 que les 5 ans, mais entre les 5 à 10 ans, oui. D'accord. D'un point de vue rentabilité moyenne, car le but est de diversifier les références, c'est de ne pas tout mettre sur une seule référence, parce que également ça favorise la revente. Parce que si tu mets tout sur une seule référence et qu'il n'y a pas trop de preneurs au début sur cette référence, ben, tu ne peux pas forcément sortir avant le délai pour réinvestir. Parce qu'on peut vendre une partie, comme ce que tu m'as fait faire, d'en vendre une partie pour réinvestir l'année suivante dans d'autres références. Si on parle de rentabilité moyenne annualisée sur un investissement, disons, on va être sur 7 ans, quelqu'un qui met 1 000 €, pour faire simple. En moyenne, hein, En moyenne, je pense que tu es entre 8 à 10% par an. 8 à 10% par an. Ouais. En moyenne. Hein. Mais moyenne. bon, comme j'ai dit, tu vas avoir des années qui vont doubler après 3 ans. Donc là, tu es à 30 plus points par an. Et tu auras des références qui augmentera petit à petit, qui tournera peut-être autour des 5%. Ouais, tu m'avais montré des documents sur les anciens achats que tu avais fait. Bon, Oui, on oui. pourra leur envoyer par mail à ceux qui s'inscrivent. Oui, je peux montrer. Bien sûr, pour mes clients, ce que je fais, c'est qu'on traque l'évolution des prix et de leur investissement. Et quelle est la plus grosse évolution sur le VA que tu as acheté là, sur les dernières années? Sur les dernières années, nous on investit, on investit pas mal de nos portfolios sur du Lafite Rothschild. Le Lafite Rothschild, la plupart de vous devez connaître le Lafite Rothschild. C'est un vin très recherché et de très grande qualité. C'est un des premiers grands crus aussi. Mais là, on est parti sur du 18 et du 2019. Le 2018, c'était un millésime spécial parce que c'était les 250 ans du château de Lafite Rothschild. Donc c'était le 250e millésime. Donc celui-là, il a été livré il y a 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'on a fait l'investissement à peu près il y a 3 ans, un petit peu plus. Ces vins-là, ils ont doublé en valeur. Et sur du 2019 qui était une année exceptionnelle, donc c'était pas un millésime spécial, mais juste 2019 c'était une année exceptionnelle, les conditions étaient optimales pour fabriquer ou produire du vin. Et là c'était l'année Covid, donc en 2019 ils avaient fait une remise, oui Covid, où on pouvait acheter du Lafite, 10% on va dire en dessous de ce que normalement ça aurait dû sortir. Et celui-là, il a été livré il y a 6 mois, un peu plus. Il a déjà doublé aussi. Quand je suis passé en mai. Oui, et quand je dis il a doublé en valeur, donc c'est une bouteille, on va dire, que tu achètes à 500, maintenant ça peut partir pour 1 000 €. Bien sûr, tu vas en trouver à 850, à 900, enfin bien sûr, nous on prend une valeur moyenne générale. Bien sûr, tu vas toujours trouver des vins que tu vas pouvoir acheter moins cher, mais ce qui est important à savoir dans ce marché-là, c'est que c'est aussi très important d'où tu le sors, comment il est stocké. Est-ce que tu peux faire confiance que ce n'est pas du faux vin parce que, Il y a du faux vin? Oui, il y a du faux vin. Oui. Il y a une période où T'avais un Américain qui avait fait... C'était un Coréen, non? Un Chinois, Japonais, je crois, qui achetait beaucoup aux enchères. C'était un expert. J'avais vu ça. Dans le, comment on dit ça, comment on appelle ça, dans les fakes. Dans les fake bottles, oui. Oui, voilà. Lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est que Californie. il était tellement fort avec sa dégustation qu'il savait reproduire limite les mêmes goûts que les vins, devaient avoir. Donc les gens, ils étaient encore plus facilement arnaqués, on va dire, parce qu'il avait vraiment fait des efforts. Maintenant, ça a été bien pour le marché du vin aussi, parce que je veux rassurer les gens que maintenant c'est très très difficile de faire ça, parce que depuis ça s'est passé il y a 10-15 ans, les contrôles sont extrêmes sur tout ce qui est grand vin, investir dans ce genre de vin. Il y a des références, mais il y a des seals, je ne sais pas comment on dit en français, mais quand un anneau d'authenticité. Voilà, exactement, il y a plein de sécurité, on va dire, qui ont été mises en place pour s'assurer que tu te fais pas arnaquer, quoi. Ah non, j'espère, je te dirai quand je boirai. Oui.
Et il faudra que je fasse une vidéo dédiée, parce que moi j'ai investi en société, et je ferai une vidéo dédiée sur l'investissement à titre personnel. Mais ça me fait penser à un truc. Comment, si tu as des clients européens particuliers sur la question de la TVA. Oui. La TVA, c'est à la livraison au bout des 2 ans. C'est à la livraison. Donc en Europe, la règle, elle est que tu ne factures pas la TVA tant que c'est pas livré. La TVA tant que la livraison n'a pas été effectuée. Donc, ce que ça te... En tant que cash flow, c'est un petit positif sur ton investissement en tant que particulier, parce que nous, tout ce qu'on demande, c'est que tu finances... en hors taxe. En hors taxe. Et par contre, si demain, tu as le mec qui l'investit, qui décide de se le faire livrer et pas stocker chez toi, il devra rajouter la TVA sur le prix d'achat. Sur le prix d'achat. Donc, ce sera pas sur la valeur, de vente, mais sur le prix d'achat. Donc, disons que 10 ans après, même 10 ans après, le vin, il vaut le double ou même le triple. Il devra juste payer la TVA sur la facture d'achat à la livraison. Mais voilà. Tout est prouvé, tout est enregistré en pro forma, etc. Qui sert comme preuve d'achat, mais preuve de propriété, etc. Et si on souhaite diversifier, moi je trouve que c'est une bonne diversification, surtout qu'on ne peut pas aller dans des montants, tu ne peux pas arriver, si demain t'as un mec qui arrive, je pose un demi-million, ça ne sert à rien, on aura du mal à écouler les 500 000. Oui, bon bien sûr on va trouver peut-être... On va essayer de trouver. On va essayer de trouver, mais oui, c'est que, comme on vient d'expliquer, c'est que les allocations, c'est très difficile de les obtenir. C'est très facile de les perdre, mais c'est pas facile non plus d'en obtenir plus. Donc c'est comme j'ai dit, bon, le jeu, c'est pas un bon mot, mais c'est une relation en fait que tu crées avec ton fournisseur, et c'est à base de confiance et à base d'histoire. Donc moi maintenant on va vers les 10 ans qu'on fait ça. Maintenant, on peut avoir une quantité assez importante de certaines références comme du Lafite parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a montré qu'on est des acheteurs sérieux. Au début, je n'avais pas le droit d'acheter, on va dire le droit. Enfin, on m'en donnait pas. Ils ont fait un test et au fur et à mesure... Donc demain, quelqu'un vient et me dit je vais investir 500 000, mais je veux absolument tant de bouteilles de Lafite ou ceci, cela. On va pas pouvoir garantir ça, parce que je peux aller vers mon fournisseur et lui dire voici 500 000 euros, mais... Il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les prend déjà. Donc il faut vraiment qu'on ait de la chance pour pouvoir reprendre ces allocations de quelqu'un d'autre. Et c'est ça se fait aussi. Des fois, si un négociant a un surplus de quelque chose et qui cherche quelque chose de spécifique, il va favoriser son plus gros client. Ils vont s'échanger entre eux, les négociants, pour que tout le monde ait ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est pas la scarcity de marketing te faisant croire que non. Et les bouteilles, il y a un certain nombre de bouteilles produites, il y a un nombre de clients qui est plus gros. Et les négociants, ils n'ont pas le droit d'augmenter les prix et tout ça non plus. C'est pas comme parce que oui, c'est capé, les prix sont fixés. Tout est fixé, tout est, on va dire, contrôlé par l'association bordelaise des grands crus. Et c'est intéressant parce que en période d'inflation, c'est surtout très intéressant de pouvoir atteindre, j'avais parlé de constance, une certaine régularité. Il est difficile d'avoir de mauvaises surprises. Il ne faut pas dire que c'est impossible. Mais si on compare par exemple à de l'investissement diversifié ces derniers temps, du moins sur Internet, ils étaient tous là en train de montrer les montres en disant « Ouais, c'est un investissement, j'achète la Rolex, la Patek Philippe, la Hublot ». Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ça vaut pas. Le prix a bien baissé. Le vin, c'est pas quelque chose qui est sensible au hype, on va dire. Oui, en ce moment, il y a énormément plus de demandes pour ce genre de biens, mais juste parce que ça devient un peu plus public, on va dire, que c'est un mode d'investissement très intéressante. Mais avec le vin, on peut facilement dire que le prix ne baissera jamais en dessous du prix d'achat. Par conditions particulières. Même dans les conditions particulières, parce qu'il y a eu des millésimes, on va dire, 2013, c'était un mauvais millésime. Mais les prix primeurs, pour le millésime de 2013, étaient inférieurs au prix auquel ces vins se vendent maintenant. Parce que le prix, il est fixé après le tasting, non ? Oui, donc le tasting, il fait beaucoup. Donc tu as tous les critiques. Robert Parker. Et les autres qui vont dans le Bordeaux, qui goûtent les vins, ils donnent leur notation.
Et c'est après que le prix est déterminé. Si le moins a une plus ou moins bonne notation, oui, ça peut avoir un effet négatif ou positif sur le prix auquel ils veulent le sortir, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est rare d'acheter un vin qu'on va découvrir une notation mauvaise qui va faire baisser le prix non, parce qu'au moment où tu achètes le vin... Bon, je vous avais prévenu que j'étais capable de tout merder, et bien évidemment, la seule merde qu'il y avait à faire, j'ai réussi à la faire. La caméra s'est coupée pendant les 30 minutes, donc on est passé du jour à la nuit. On est la même journée. On réenregistre la fin, on parlait justement des notations pour le vin. Donc on va en reprendre. On disait qu'on connaissait l'impact des notations sur le prix, mais que le prix était déterminé après la notation. C'est-à-dire que tu ne payais pas un vin, tu n'achètes pas le vin sans connaître la notation. Non, il faut dire que pendant la semaine des primeurs, ça s'appelle, où tout le monde est invité, professionnels, ceux qui revendent autant que les critiques, ils sont invités pour déguster les vins avant qu'ils sortent. Donc ça veut dire que tous les critiques ont déjà bien avant que les châteaux décident de sortir, on appelle ça, de sortir le prix et le volume. Ça a déjà été dégusté et ils ont déjà communiqué leurs notes au château. Et bien sûr, plus bonne ou moins bonne note, ça a un effet sur le prix du vin. Oui, mais ça a aussi un effet sur l'investissement. Donc il faut se dire que par exemple, tu as les deux critiques les plus connus, c'est Robert Parker et James Suckling. Robert Parker, The Wine Advocate, c'est le plus connu, c'est celui qui a un peu créé le système de la notation, on va dire. Si Robert Parker note un vin 100 sur 100, tu peux être sûr que ce vin-là, il va peut-être doubler, voire tripler en valeur à travers les années. Je ne dis pas qu'il triplera ou doublera après 2 ans quand il est livré, mais à travers sa vie, on va dire, tu es sûr qu'il va prendre une énorme valeur, quoi. Et c'est intéressant parce que les notations, elles ne sont pas toujours les mêmes. Tu peux avoir 100 sur 100, tu peux avoir 98, mais ça permet d'avoir les références par rapport aux années passées et voir comment ça s'est comporté. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que des gens comme Robert Parker et James Suckling, ils goûtent le vin plusieurs fois à travers la vie, voir comment il se développe. Donc un vin peut être noté 95 pendant la semaine primeur, en tant que potentiel, on va dire, et peut-être 2-3 ans, une fois qu'il est mis en bouteille et livré, ils peuvent le regoûter. Et peut-être qu'ils donnent, au lieu de 95, 97, parce qu'ils sont plus impressionnés ou parce qu'il s'est développé plus qu'ils avaient pensé. C'est rare qu'ils donnent une moins bonne note au vin. Tu l'as déjà vu sur les dernières années ou... Non, j'ai jamais vu ça. Après, ça peut arriver qu'un vin reçoit une note moins importante, mais là, c'est souvent quand le vin il a un peu passé en fait sa date optimale de consommation. Parce que les Bordeaux, ça se garde très longtemps. Tu peux garder des Bordeaux plus de 50 ans des fois, et c'est encore si c'est gardé sous conditions optimales, tu peux la boire comme si elle était de hier, quoi, on va dire. Mais il y a quand même une phase optimale pour boire un vin. La maturité. La maturité, voilà. Et donc souvent on voit quand le vin il est sur sa descente, donc il a eu le top et il commence à être sur sa descente, que là, le critique il le regoute et il donne peut-être une note un peu moins élevée, mais il dira qu'il faut le boire très rapidement ou que voilà. Robert Parker qui avait été détesté dans l'industrie du vin française parce que c'était l'Américain qui est arrivé et qui avait mis des notes... Au début, oui, mais après, ils se sont rendus compte que si lui venait et qu'il donnait de bonnes notes à tes vins, que ça garantissait la vente de ton vendange. Donc, que limite, maintenant, il se concentre sur les goûts de Parker. Oui, ça arrive très souvent. Tu as beaucoup de châteaux. C'est pas ces grands châteaux-là le font pas, mais tu as beaucoup de petits châteaux qui ont commencé à faire du vin à son goût. Juste pour être mis dans son bouquin ou d'avoir une très bonne note pour pouvoir augmenter le prix ou pour pouvoir, comme je dis, tout vendre. Et d'ailleurs, les gens qui s'y s'intéressent et qui s'y connaissent pas, ils peuvent aller sur n'importe quel magasin en ligne, par exemple Millésima ou des trucs comme ça. Et bien sûr, y a tout le temps la note Struckling. Tout le temps, pas tout le temps, parce qu'ils goûtent pas tous les vins, parce qu'ils devraient goûter tous les vins au monde. Mais oui, la plupart des grands vins ou des vins assez connus, ils ont goûté et donné des notes. Et t'as pas que James Suckling ou Robert Parker, t'en as peut-être une dizaine qui sont assez reconnus. Oui, mais c'est ceux qu'on regarde le plus. Oui, marketingment parlant, leur notation a un impact bien plus important que les autres. Oui. Si demain un Parker met un vin à 80, il va avoir un peu de mal. Oui. Et des petites observations dont j'avais parlé, c'est
on avait parlé de constance dans le vin. Et pour Noël, j'étais allé acheter, comme je t'avais dit, un Château Talbot 2017. Et par rapport à l'année dernière, les prix, mais ils ont augmenté alors que mais ils ont plus augmenté que la moyenne. Oui, mais il faut se dire aussi que toi, quand tu vas acheter la bouteille, c'est plus le producteur qui te le vend. Donc c'est le revendeur qui te le vend. Le revendeur, comme tout le monde, ben, il a eu des problèmes peut-être d'énergie ou enfin d'augmentation de coûts dans son business. Et bien sûr, il te le mettra sur ton vin. Et oui, bien sûr, avec ces vins-là, tu peux pas aller trop loin parce que les gens qui s'y connaissent, ils regardent la valeur et le prix auquel les vins sont vendus. Et il faut quand même bouger avec le marché, on va dire. Oui, tu peux pas être trop off-market parce qu'aujourd'hui, il y a des gens... Si toi, tu vends un truc à 500 qui vaut 350 et que tu vas toujours en trouver autour de 350, donc tu peux pas, on va dire, en demander trop non plus. Mais après, une fois qu'il est livré, le vin, il prend énormément de valeur. Parce que 2017, il a été livré il y a 2 ans, mais il commence maintenant à être à maturité d'être bu. Ouais, 2017, c'était un millésime qui était un peu moins bon, on va dire, quand tu regardes 2018 ou 2019. Mais bon, c'est un millésime qui quand même, qui est, on va dire, mature plus tôt que les autres. Donc, à partir de cette année, tu peux commencer à boire les 2017. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense, que tu vois une augmentation dans le prix. Et c'est ça qui est intéressant sur le côté passionnel, c'est que tu as même une rentabilité à la consommation, en fait. Si tu décides de le boire. Ben oui, si tu l'as acheté à l'époque, je dis quelque chose, une bêtise, que tu l'as acheté à 50 €, et que si tu voulais en acheter une aujourd'hui et que c'est 100, mais c'est quand même 50 € de moins que tu as dépensé. Donc. Oui, certes, tu as mis ton cash dedans et tu l'as bloqué pendant un petit peu, mais c'est pas que de la rentabilité sur ton investissement en tant qu'argent. C'est la rentabilité sur la consommation. Voilà, ben oui, parce que des passionnés comme moi qui adorent boire ce genre de vin, moi j'en bois la moitié, j'en achète la moitié pour boire. Eh bien, comme tu le fais pour moi, où tu m'as dit, l'intérêt c'est d'acheter ça pour revendre et financer le suivant. Nous, notre stratégie, comme on travaille avec beaucoup de passionnés, c'est bien sûr d'en avoir une partie pour investissement, raison d'investissement et pouvoir faire des retours dessus. Mais on cherche aussi à consommer ces bouteilles à un prix assez raisonnable. Et donc au bout d'un moment, quand tu vas 5 à 10 ans plus tard et que tu as acheté chaque année et que tu vas commencer à vendre ces bouteilles-là, les retours que tu te fais sur les bouteilles que tu vends te permettent en fait de financer les années à venir. Donc ça, c'est le but, on va dire... Parfait. C'est le but optimal de ce qu'on fait. C'est que d'ici 10-15 ans, au bout d'un moment, tout ce que tu fais, c'est recycler en fait tes gains pour acheter chaque année. Moi, je vais te dire, et je n'ai pas peur de le dire, je suis quelqu'un de relativement transparent, la stratégie optimale pour moi, c'est en fait de me constituer une énorme cave à vin qui m'a rien coûté. Oui. Je suis pas là pour aller, je vais pas acheter ça pour... Oui, ça peut pour gagner de l'argent. Ça permet de dire, vaut mieux le mettre dans ça que l'avoir à la banque, surtout en ce moment. Mais surtout, à terme, d'avoir une cave à vin qui m'aura rien coûté puisqu'elle aura été financée en partie ou en majeure partie par les autres bouteilles que j'aurais vendues, que je n'aurais jamais je vais consommer une caisse de Lafite. Je préfère vendre une caisse de Lafite pour acheter plein de bouteilles entre 50 et 100 € comme du homard busé, que moi j'adore, qui sont des prix que tu peux consommer. Tu vas pas ouvrir une bouteille à 1000 balles en rentrant le soir. Non, et c'est une chose si ça vaut 1000 €. Et donc si tu l'as acheté 500, c'est déjà beaucoup mieux. Tu vas sans doute peut-être pas la boire quand même. Bon, moi je bois pas beaucoup ce genre de vin. Bien sûr, je suis des fois curieux et oui, je veux savoir comment c'est. Mais non, c'est pas ce que tu vas faire principalement. Tu vas boire plus de vin. Entre 30 et 150 €, on va dire. Donc, voilà, donc ça peut être une stratégie très intéressante. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler un peu l'or liquide, le vin. Parce qu'à travers les années, ça augmente. Mais je dirais que, et contrairement à l'or on continue d'en trouver. Oui. Tandis que ta bouteille de 2018, il y en a 10 000 qui sont sorties. À chaque fois qu'il y en a une qui s'ouvre, c'est une de moins. Donc, au bout d'un moment,
Il y a également les collectionneurs. J'ai le souvenir de quelqu'un un Bordelais, un promoteur immobilier, qui était voisin, il s'appelle Pichet. Il avait un siècle de Pétrus, et il avait quasiment un siècle de bouteilles de Pétrus, mais c'était pas pour les boire, c'était pour mettre un siècle. Et il y avait des années où il avait eu un mal fou à les trouver, notamment pendant les années de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, l'année de la victoire en 1945, tu trouves des bouteilles, je crois que tu as des moutons Rothschild que tu peux encore trouver, que c'est 20 000 euros la bouteille. Quoi. Et c'est même pas pour boire. Non, après c'est des bouteilles de collection, mais c'est ça la beauté, c'est que oui, une fois ça passe l'âge pour être bu, et c'est là que ça devient des bouteilles de collection souvent. Et t'en as qui aiment boire ce genre de vin parce que les vins qui sont un peu plus matures, ça a un goût particulier. C'est quelque chose que certains gens adorent énormément. Je sais qu'il y a des gens qui adorent boire des vins qui ont plus de 50 ans, quoi, enfin même voire des vins qui ont 100 ans. Il y a quelqu'un d'assez connu sur Instagram, du Pont ou du Pêche, je ne sais pas exactement comment il s'appelle ce monsieur, mais il a une collection de vins de fou. Donc il a des bouteilles de 1925, 27, ces millésimes-là. Et lui, son kiff, c'est de les ouvrir, de les boire et de partager avec le monde. Sur Instagram. Comment c'est, voilà. Ah oui. Donc, tu sais, les possibilités s'arrêtent, on va dire, jamais. C'est pas vrai ce que je dis, mais c'est ça qui est intéressant au vin. C'est même une fois qu'il a passé sa maturité ou qu'il a passé son optimal pour être bu, t'as un marché énorme de collectionneurs qui veulent acheter ces bouteilles-là. Donc t'as tout le temps une porte de sortie en fait. Oui, ça peut toujours être vendu une bouteille. Et c'est pas comme les Rolex dont on parlait avant, où t'as 6000 Rolex, à part qu'il y a un énorme incident, on va pas retrouver 4500. Les Rolex, au bout d'un moment aussi, c'est que c'est assez volatile. S'il y a une énorme demande, le prix il augmente énormément, et s'il n'y a pas de demande, le prix il va baisser. Mais avec ces vins-là, ça va pas fluctuer comme ça. Oui, peut-être que la demande va baisser un peu et puis la valeur va stagner pendant quelques années. Mais en général, plus on attend, moins il y en a. Ouais, donc ça s'auto-détruit au fur et à mesure. Donc ta bouteille est de plus en plus rare, année après année. Voilà. Et après, tu as toujours les... Il y a Andrew Tate, le grand d'Internet là, qui s'est fait arrêter. Et on le voit souvent dans des stories ou des shorts sur YouTube ou Instagram, où le mec il rentre dans le restaurant et il demande la bouteille la plus chère. Mais tu lui sers un Beaujolais à la place, peut-être qu'il ne ferait même pas la différence. Il paye le statut. Question de statut, mais regarde James Bond, c'est l'Angélus. Angélus, où tu as l'étiquette qui est toujours tournée, où tu le vois, où c'est limite grossier, c'est dans le train pour le Monténégro, dans Casino Royal. L'étiquette, limite, il a du mal à servir le vin sans tourner l'étiquette. Pareil. You'll know short our money is in good hands. You don't think this is a very good plan, do you? So there is a plan. I got the impression we were risking millions of dollars and hundreds of lives on a game of luck. Au vent dernier, quand ils vont chez M, il est en train de cuisiner lui-même. Et il ouvre une bouteille d'Angélus pour un petit repas chinois. Voilà. Voilà. Je connais peu de mecs du renseignement, des fonctionnaires qui ouvrent des bouteilles 300 balles. Ça dépend, mais 200, 300. Oui, facile 300, 400 euros. Et le mec, il ouvre ça pour un petit repas chinois avec des sushis. Et c'est bien pour ça que James Bond, la première chose qu'il fait, c'est de lui prendre la bouteille et se servir un verre. Il a raison. Ça a tout le temps été Angélus. Il y a quoi So you're not dead. Hello, Q. I've missed you. That smells great. Were you expecting somebody? No. What? Excuse me? Oh. This is the first time He'll be here in 20 minutes. I can't take my focus off. I need you to tell me what's on that. Dom Pérignon aussi. Ça, c'est très James Bond aussi. Dom Pérignon Non. Dom Pérignon aussi, mais... j'ai perdu le nom de champagne. Ils ont des 007 Edition. Mouette. Non, c'est pas Mouette. C'est... Krug. Non.
Bah, on regardera. On mettra l'image. On mettra l'image. De toute façon, je dois faire du post-montage parce que j'ai été trop con pour, pour faire la vidéo d'une traite. Merci l'appareil photo qui ne. Tu couperas cette partie-là parce que j'ai zappé, mais ouais. Non, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est de le faire en transparence. Et également, pour parler de cette demande qui est toujours plus forte, j'aime bien je ne sais pas si tu connais l'anecdote de Enzo Ferrari, le fondateur de Ferrari, qui, pour assurer le maintien de ses prix, avait l'habitude de produire une voiture de moins que le nombre de commandes qu'il avait. C'est-à-dire que, par exemple, s'il avait 500 commandes, il en produisait 499. Pour garantir que le prix soit toujours... que la demande soit plus forte que l'offre. Ok. C'est pareil un peu avec le vin, parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y a plus de consommateurs que de vignobles, il y aura toujours des Russes. Encore le souvenir de ce Russe, c'était à Can Roca, à Gérone, dans un restaurant, où le mec, il a ouvert cette bouteille. Il faut dire que Can Roca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est top 3 restaurant mondial encore. Maintenant, je crois que c'est le numéro 2 au monde encore. Et pendant un moment, c'était le premier. C'était le premier, mais c'est la notation des Anglais, donc qui mettait un restaurant à Menton aussi où j'avais bouffé. C'est pas un Goemio, c'est pas. Oui, mais Can Roca, c'est surtout pour les desserts. Pour la pâtisserie, ouais. Pour la pâtisserie. Où ils sont excellents, mais c'est pas. T'as El Bouli qui était à Rosas, qui était une expérience. C'était pas la cuisine, c'était de la chimie, mais c'était pas. Demain, tu me dis un restaurant comme ça, le placer premier, je mets l'Aubergade loin devant, par exemple, dans ces gammes-là. Bon, on va pas parler trop de bouffe parce que sinon on va en parler pendant 1 heure. Mais tu vois, j'étais là-bas et il y avait un Russe ou un Ukrainien, enfin un Slave d'Europe de l'Est, ça pouvait être également un Polonais, mais je pense que c'était russe, où le mec, il a ouvert ce château-là, ces bouteilles de Bordeaux qui a une forme de Bourgogne très connue. Un Aubryon. Un Aubryon. Je sais pas, ça vaut quoi la bouteille 400-500 balles. Donc au restaurant au restaurant, 1000-1500 facilement, mais ça dépend du millésime. Si c'est un millésime spécial, elle peut facilement payer 2000-2500 € la bouteille. Et dis-toi que le mec, il a demandé la bouteille. Il a foutu des glaçons pour le boire. Oui. Donc, tant qu'il y aura des mecs comme ça, c'est pas pour savourer, c'est pas pour le goût. C'est que le mec, il a vu le prix et il a dit, je veux ça pour le statut. Oui. Comme 90% ou 95% des gens qui achètent des Rolex. Ils achètent plus la Rolex pour l'élément que c'est, ou même des voitures. Quand tu vois des Ferrari, les mecs, ils savent à peine conduire ou il faut que du pari, et ils achètent une Ferrari pour le symbole que c'est. Oui. Et le vin est un symbole. J'aime bien la comparaison avec la voiture, parce que dans les voitures, tu vas trouver cette partie de passionnés qui achètent la voiture pour ce qu'elle est, l'histoire. Tu as des gens qui vont acheter des Ferrari de collection qui sont très peu utilisables. Et de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui achètent la Ferrari pour ce qu'elle représente et pour appartenir. Alors que le mec, il sait même pas faire un créneau correctement avec une Smart en temps normal, quoi. Non, mais ça, il y aura toujours. Mais bon, il y aura toujours aussi des passionnés qui s'intéressent réellement à ce que c'est. Ouais, et qui travailleront de plus en plus dur pour se les offrir, parce que cette deuxième clientèle fait exploser les... Oui, mais là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est quand même les châteaux qui dictent les prix. Bien sûr, une fois que ça va sur le marché, n'importe quel, désolé pour utiliser le mot, abruti peut le mettre au prix qu'il veut. Mais à la base, voilà, c'est dicté, c'est le prix négociant. Oui, le prix où c'est important. Le prix pour le particulier c'est que ne doit pas être acheté. Le prix où les gens vont acheter, si demain, par exemple, moi, j'achète à travers toi, mais c'est déjà le cas, mais c'est pas un prix, tu ne peux pas mettre ce que tu veux comme prix. Non, j'ai pas le droit de mettre trop de marge, comme j'ai pas le droit de pas en mettre assez non plus. T'as pas le droit Ah non, si je suis quelqu'un qui décide, parce que je le fais, par exemple, j'ai envie d'aider des amis ou quoi que ce soit, et que je vends sans marge ou avec petite marge, ils ont le droit de résilier tes... Oui, de dire, on travaille plus avec lui parce qu'il est pas net, parce qu'ils veulent que ce soit... tiré par le bas. Ouais. Putain, ça serait bien que ça soit pareil sur Internet. Voilà. Donc oui, il est possible d'acheter des primeurs chez d'autres personnes, mais il est très important de travailler avec des gens de confiance.
Ah oui, non, mais la confiance, ça vaut tout et ça fait une super transition sur la fin. Parce qu'on a parlé des avantages, donc les gens vont être waouh, comme ça. On rappelle que c'est pas donné à tout le monde et on va parler de la clientèle que tu cherches parce que techniquement, tu peux répondre à comment dire, il y a moins d'offres que de demandes. Oui, Et tu peux pas augmenter tes prix, c'est-à-dire que tu peux pas dire, écoute, toi, et tu viens de le dire, c'est ça qui est intéressant, mais écoute, moi, la bouteille que tu vends 350 €, je t'en offre 400. T'as pas le droit, tu peux pas faire de bid sur les clients. Pour commencer avec les inconvénients, les inconvénients, c'est que, comme j'ai expliqué, enfin, on en a parlé, je crois, un petit peu, c'est que le seul truc avec les primeurs, c'est qu'il faut réserver ces bouteilles bien avant qu'ils sont livrés, donc oui, c'est... Il y a la confiance. Oui, mais aussi tu utilises un peu de ton cash que tu dois libérer ou bloquer pendant quelques années, jusqu'à où tu décides de ce que tu vas en faire. Ça, c'est un peu peut-être un négatif, enfin, un inconvénient de l'investissement. Après, le seul autre gros inconvénient que tu peux avoir, c'est que tu peux te faire arnaquer. Ah oui, non, mais ça... Ces vins-là, il faut faire confiance à qui tu achètes. Donc, comme c'est tu payes avant de recevoir, il y a des histoires des gens qui ont payé pour des allocations et qui n'ont jamais reçu leur bouteille. Ouais, mon beau-frère, je peux prendre l'exemple de mon beau-frère. Mon beau-frère, avec des amis à eux, se sont fait baiser sur ça pendant 2 ans de suite, puisque les vins restent à la cave. Les vins restent à la cave ça, on l'expliquera dans la vidéo pratico-pratique. Mais même toi, tu ne les reçois que 2 ans après. Que 1 an et demi à 2 ans après. Oui, voilà. Parce qu'ils doivent, en attendant, ils doivent mûrir chez le producteur et après ils sont mis en bouteille. Et après, il faut que ce soit livré. Ils livrent le monde entier. Donc certains vont être livrés un petit peu plus tôt que d'autres, certains pays, mais en moyenne, il faut compter à peu près 1 an et demi à 2 ans avant de pouvoir toucher la bouteille. Toucher la bouteille. Et moi, je veux dire que moi, je la reçois chez moi. Après, bien sûr, mes clients, ils décident s'ils veulent le faire livrer chez eux ou s'ils veulent le stocker ici. Ah non, moi, on les verra dans la prochaine vidéo. On verra pour prendre mes caisses. Voilà. Pour prendre mes caisses, les montrer. Je vérifierai s'il y a toujours les cils. Mais donc, en attendant, il faut être sûr de travailler avec quelqu'un qui ne va pas t'arnaquer, quoi. Ou qui va te vendre des fausses bouteilles, parce que ça aussi, ça arrive. Et par exemple, les gens qui regardent ça, imagine, tu as des gens qui peuvent se dire « Ouais, je veux pas passer sur une recommandation, je vais trouver moi-même mon fournisseur. » Je tombais sur une pub sur Facebook juste avant. Alors, je pense que j'ai pris une capture d'écran. Où je suis tombé, Groupe 20 Holding, une pub sur Instagram. Investissez 2500 €, donc c'est les bases, le ticket minimum. Nous vous proposons d'investir dans le vin ou le champagne, dans notre cave en ligne et de recevoir une rentabilité mensuelle. Et ils te proposent 4% par mois. Alors, il y a des gens... Il y a des gens qui peuvent Moi, je vais vous dire que ce genre de choses, c'est pas la pratique dans les primeurs. Donc oui, il y a des gens ou des fonds d'investissement qui investissent fort dans les primeurs chaque année. Mais c'est des fonds privatisés. C'est même pas possible, je crois, de le structurer comme ils veulent le structurer. Déjà, comme on vient d'expliquer, tu mets 2 ans avant de recevoir le vin. Donc tu ne peux pas vendre ton vin. Oui, tu peux vendre ton allocation si tu veux. Mais réellement, en attendant que le vin il soit livrable, c'est pas la stratégie la plus intéressante, parce que tu as certaines allocations que tu peux revendre parce qu'il y a une demande énorme pour l'allocation. Et donc moi, par exemple, je te vends l'allocation pour 6 bouteilles de Lafite. En attendant, toi, tu peux faire un deal avec quelqu'un d'autre sur le côté en lui disant, moi je te vends mon allocation de 6 bouteilles. Oui, non, ça peut se faire. Là, moi, ce qui me faisait rigoler, c'était la rentabilité mensuelle sur quelque chose où on parle de 5 à 7 ans. Mais les gens peuvent, tu sais, nous... Mais c'est un énorme, ça peut être un énorme cash grab. Parce que regarde, si tu trouves rien que 100 personnes en ligne qui sont prêts à mettre 2500 €, ça fait 250 000 €, ils t'envoient l'argent. Eux, ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose pendant 2 ans. Voilà, ça met du temps. Donc ça met du temps. Donc, entre-temps, il est possible tellement de choses. Donc c'est ça qui... On va peut-être même donner des idées à des... Peut-être, mais c'est là qu'il est important de dire qu'il faut
très faire gaffe avec qui tu travailles. Il faut travailler avec une boîte qui... Putain, nous, on n'a pas été dans du rêve, on a été à quoi sur du 10% annualisé sur une longue période. 8 à 10% en moyenne, mais bien sûr, tu vas avoir des vins qui vont augmenter peut-être que 5% par an, Voilà, ou qui vont prendre, qui vont stagner pendant quelques années, et puis d'un coup, ça va augmenter plus fort parce que la demande elle augmente ou il y a moins de volume sur le marché. Après, tu as des millésimes qui, après 3 ans, ben, tu les doubles. Ah non, c'est... Mais quand on parle en général, oui, en Tu moyenne... dirais, toi, 4% par mois? Non, 4% pour moi, c'est... Avec versement mensuel. Hein. Mais moi, je comprends à 3 km. Mais moi, je comprends que ça peut être intéressant pour l'investisseur potentiel. Après, when it's too good to be true, It's not true. it mostly is too good to be true. Donc en français, je sais pas comment on Et quand traduit. c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est tout simplement pas vrai. Exactement, voilà. Et donc il faut toujours réfléchir C'est la même anecdote avec les femmes thaïlandaises. Qu'elles sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont pas vraies. Oui, voilà. donc voilà, donc l'inconvénient dans ce monde-là, c'est que tu as malgré tout de plus en plus de fournisseurs qui offrent de vendre des primeurs ou des grands crus, et il faut faire sa recherche, être sûr que tu peux faire confiance si tu achètes un produit réel, comment il est stocké, Les assurances, par exemple, demander est-ce qu'il est assuré, tout ça ça devient important. Bien sûr, comme je dis, enfin, je sais pas si on en a parlé avant, mais c'est pas pour faire peur aux investisseurs, pas du tout, parce que maintenant il y a tellement de protocoles de sécurité qui sont mis en place par les châteaux eux-mêmes pour garantir l'authenticité, tout ça. Ouais, donc il y a des seals, comment ça se dit en français, les cachets d'authenticité. Voilà, des cachets On le montrera, d'authenticité. Ben, les caisses, bien sûr, elles sont clouées, tu peux pas les ouvrir comme ça. Il y a des certificats, souvent dans les caisses, qui montrent aussi l'authenticité. Enfin voilà, il y a plein de checks que tu peux faire pour Oui, mais le mec garantir. qui va te dire que tu achètes du vin alors que tu l'achètes pas et qu'il te faut un faux papier, oui, ça tu peux mettre tous les seals, tous les certificats d'authenticité, le Ponzi. Et il faut savoir que dans le cadre des Ponzi, le plus important, c'est le temps. Et là, sur ce business-là, ils ont 2 ans avant que le mec commence à se dire « je vais avoir mon argent ». Dans les Ponzi à rentabilité rapide, tu sais, c'est genre 3 mois, 4, 5, 6 mois et tu récupères ton argent. Si tu le récupères pas, le truc s'effondre. Mais quand tu as des Ponzi qui durent longtemps, là, tu peux le faire, par exemple, 2 ans sans aucun problème, avant que le mec aille porter plainte. Oui, ça peut. Donc, les conseils, conseils de bon sens, regardez si la société elle a incorporé depuis longtemps, la forme de la société, où est la société, les locaux de la société. Oui, voilà. Est-ce qu'il peut montrer? Et je pense que tu peux... oui, parce que, par exemple, si on demande l'intermédiaire, la caisse par laquelle elle passe, le client lambda ne peut pas passer en direct chez eux. Non, mais tous gens qui investissent dans les primeurs ou même intermédiaires, ils ont des endroits de stockage où ils ont des vins qui peuvent montrer. Enfin, voilà. S'il n'a rien à montrer, voilà, il y a souvent un manque de crédibilité. Enfin, après, voilà, les gens sont responsables de leur manque de bon sens. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Voilà. Là, comme on l'a dit, il y aura peut-être plus de demandes que d'offres. Si par exemple demain, imaginons qu'il y a plein de gens sur cette vidéo qui viennent, et d'où l'importance d'avoir donné des avis au cas où on ne puisse pas leur répondre, comment ils peuvent choisir un autre prestataire. Comment tu peux faire quel est ton client idéal? Ça veut dire par exemple, tu as un client qui dit ouais, je mets 5 000 € cette année, et tu as un autre client qui dit je mets 20 000. Je pense connaître la réponse et qui n'est pas celle que les gens vont penser forcément. Quel est le client que tu vas prendre en sachant que tu vas pouvoir en prendre qu'un seul? Déjà, on en a parlé un petit peu au début. Pour nous, c'est pas notre business principal. C'est une passion qui s'est développée. Donc, oui, voilà, c'est une passion qui s'est développée et j'ai investi moi-même. Donc, on en a parlé. Notre but, c'est de pouvoir représenter un volume assez intéressant pour les négociants avec lesquels on travaille, pour pouvoir assurer certaines allocations.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on n'est pas là pour faire du court terme. Hein, donc, on ne cherche pas un client qui va mettre 20 000 aujourd'hui, mais l'année prochaine, il ne réinvestira pas. Cela ne nous aide pas. Nous, comme nous, on l'attend de nos clients, les négociants s'attendent de moi que chaque année, je peux indiquer ou représenter un volume intéressant pour faire du business long terme. Et une fourchette intéressante. Voilà, et donc moi, ce que je vais regarder, si les gens cherchent à faire du court terme, à faire ça une seule fois, ça va pas être des clients qui vont être intéressants pour nous. Oui, bien sûr, si je peux accommoder, on va essayer d'accommoder, mais il faut... Mais ils passeront pas en priorité, quoi. Non, si en plus cette personne-là va avoir des préférences en tant que référence, donc oui, je veux investir 20 000, mais je veux absolument une caisse de Lafite, faut laisser tomber, ça va pas fonctionner chez nous. Ça va pas fonctionner chez la plupart des vrais et bons revendeurs.